Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on répond justement à vos questions. Et j'aimerais dédier cet épisode à Bruno Latour, qui est malheureusement décédé le 9 octobre dernier, et qui a été un de mes professeurs à Sciences Po, et une personne qui a eu beaucoup d'importance dans mon parcours, en particulier parce qu'il avait cette curiosité, je dirais, infatigable, et un désir d'encourager les gens à d'ailleurs toujours se poser des questions, à lui-même poser beaucoup de questions. Il avait contribué à pousser pour le parcours que j'ai suivi à Sciences Po et à l'Université Paris 6, qui mêlait des sciences dures et des sciences sociales. Et très tôt, quand je me suis lancée dans ce podcast, je lui en avais parlé, et ça a été un des premiers soutiens, et je lui suis très reconnaissante. Et je suis très attristée qu'il soit plus parmi nous aujourd'hui, mais en tout cas, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup, et donc à qui je tiens vraiment à rendre hommage aujourd'hui. Mais revenons-en à vos questions. Pour y répondre, je suis comme d'habitude avec Gilles Ramstein, paléoclimatologue, et Sylvestre Huette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et je suis également avec Alexandre Carrier, qui nous aide dans la réalisation et la communication de ce podcast Le Climat en question, et qui a rassemblé vos questions pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors Alexandre, merci beaucoup d'être avec nous. Quelle est la première question que tu as sélectionnée ? Bonjour Céline, bonjour à tous. Merci beaucoup de me recevoir. Alors notre première question, elle concerne cet été. On a eu beaucoup d'interrogations de la part des auditeurs sur les vagues de chaleur qui sont arrivées cet été. Ils se demandaient notamment si c'est à ça que vont ressembler tous les étés des prochaines années, et s'il faut dorénavant s'y habituer et s'y préparer. Bon alors, avant de parler d'aujourd'hui, moi j'aime toujours bien avoir un petit peu de recul. Donc il y a 1001 signes avant-coureurs de ce que produit aujourd'hui des étés. Donc il y a eu des feux en Sibérie, mais aussi les années précédentes, des feux dans les pays du nord de l'Europe, de façon beaucoup plus prégnante que d'habitude. L'année dernière, c'était une bulle de chaleur extrêmement intense sur l'ouest canadien, dont tout le monde a entendu parler. Et à ce moment-là, il y avait déjà des chroniqueurs qui disaient peut-être l'année prochaine, ce sera l'Europe. Et bien effectivement, c'est ce qui s'est passé. Cet été a été extrêmement chaud, avec des feux de forêt complètement énormes, en particulier en France. Avec tout le monde en a entendu parler. Alors il y a des gens qui disent oui, mais ces feux-là finalement c'est des feux liés à l'homme, donc en fait que ce soit des feux liés à l'homme ou pas liés à l'homme, le problème c'est le contexte qui existe pour ces feux et qui fait que une allumette va devenir très rapidement un feu énorme. Et donc on a assisté effectivement à des méga feux. Pourquoi ? Parce que la sécheresse fait que la forêt est prête à s'embraser à cause de problèmes d'humidité. Donc on a ces phénomènes avec des températures de 40 degrés par exemple, juste après vers le 18 juillet, la première canicule en Bretagne, des températures qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi il se trouve que j'y étais, j'ai vu les Bretons quand les gens sont sortis le lundi où il a fait 40 degrés le soir, et que les Bretons disaient mince, maintenant les touristes ils se baignent entre 19h30 et 20h30, avant on avait les plages pour nous. Bah, évidemment tous les touristes étaient sortis au moment où c'était possible. Et beaucoup de gens pensent que c'est un été extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que malheureusement non, c'est pas du tout un été extraordinaire. Tous les scientifiques montrent, d'abord ils avaient prévu ce type d'extrême climatique, donc c'est pas une surprise pour nous. Et ensuite, pour le devenir dont tu parlais, eh bien les scénarios pour la France, c'est des augmentations importantes de température moyenne. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que en 2030, un été moyen, ce sera un été qui ressemble beaucoup à l'été qu'on vient de passer. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les événements extrêmes ? Eh bien, ça veut dire que en Bretagne, on aura des événements extrêmes bien plus forts encore que ceux qu'on a connus aujourd'hui, avec des canicules plus élevées. Et en Bretagne, on est près de l'océan Atlantique, mais ce qui est prévu par les chercheurs, c'est qu'à des échelles de 10 ou 20 ans, on arrive à des maximaux de température dans l'est et le sud-est de la France qui seront encore plus marqués. Donc voilà, c'est pas quelque chose de conjoncturel, cette canicule, ces trois phénomènes de canicule. C'est spectaculaire, mais c'est un spectaculaire auquel il va falloir s'habituer, parce que le spectaculaire d'aujourd'hui, ce sera le régulier de demain. Et une autre chose que je peux ajouter, on parle beaucoup des canicules et de ce que ça produit sur la Terre, puisque nous sommes des terriens et qu'on vit sur les continents. Mais au cours de l'été, il y a eu plusieurs avertissements particuliers de Valérie Masson-Delmotte sur les vagues de chaleur océanique, avec des températures, en particulier en Méditerranée, extrêmement élevées. Et ces températures-là ont un impact sur la faune et la flore qui est spectaculaire. Et donc,
on parle beaucoup des coraux, mais il n'y a pas que les coraux. Ces vagues de chaleur, elles conduisent effectivement au dépérissement et à la réorganisation de l'espace marin, avec des espèces qui migrent et des espèces qui sont carrément mises en danger. Et on a eu des vagues de chaleur très intenses aussi au-dessus des océans, pas simplement au-dessus des continents là où on habite. Et si vous voulez approfondir cette réponse, on a un épisode entier dédié aux événements qui sont passés cet été avec un focus sur la Méditerranée. On avait fait plusieurs épisodes l'an dernier sur les conséquences du réchauffement climatique, ce à quoi il faut s'attendre et en particulier un dédié à la question des océans. Et Alexandre, avec la prochaine question, on passe de l'été à l'hiver qui approche et beaucoup d'interrogations sur la crise énergétique que l'on connaît aujourd'hui. Et donc les auditeurs nous demandaient comment est-ce qu'on a pu en arriver là, avec des prix de l'énergie très élevés, des difficultés d'approvisionnement, etc. Qu'est-ce qui explique la crise énergétique actuelle en Europe? Et est-ce que c'est uniquement la guerre en Ukraine qui l'explique ou est-ce que d'autres facteurs rentrent en compte? Donc, tout d'abord, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une crise énergétique en Europe aujourd'hui, il y a plusieurs crises énergétiques qui sont en quelque sorte en synergie et produisent cette sensation de crise extrêmement forte. Dans les causes du besoin d'énergie, parce que la crise en fait c'est qu'il y a un problème par rapport à la satisfaction des besoins en énergie des pays de l'Union européenne, il y a d'abord et avant tout le facteur guerre en Ukraine, qui a conduit la Russie de Poutine à couper le robinet de gaz dont certains pays de l'Europe sont extrêmement dépendants, beaucoup plus que la France. Et en particulier, en termes de volume, le pays le plus impacté, c'est l'Allemagne, parce que les dirigeants allemands, depuis plus de 20 ans, avaient fondé leur stratégie énergétique sur un recours massif et pérenne au gaz russe. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient investi en argent et aussi en quelque sorte en plaçant un ancien chancelier à la direction d'une entreprise russe dans un gazoduc qui doublait les capacités de transport de gaz sous la Baltique entre la Russie et l'Allemagne. Et donc Poutine, en coupant le robinet de gaz, a créé un déficit de ressources énergétiques dans les pays de l'Union européenne, surtout les pays d'Europe centrale et l'Allemagne, absolument massif. Mais il se trouve que d'autres causes de déficit énergétique s'y sont ajoutées sans avoir aucun rapport avec la guerre en Ukraine. D'abord, il y a une grosse sécheresse dans plusieurs pays de l'Europe et ça a des conséquences sur la production d'électricité, pas seulement en France, mais aussi en Italie, mais aussi en Scandinavie, aujourd'hui en Finlande, en Suède, en Norvège, des pays qui ont une production hydraulique importante, même considérable pour ce qui concerne la Suède et la Norvège, ont des problèmes de stock d'eau. Et la production hydraulique d'électricité est en diminution forte par rapport aux moyennes des dernières années dans l'ensemble de l'Union européenne et particulièrement en France, en Italie et dans les pays scandinaves. Et ça n'a évidemment aucun rapport avec la guerre en Ukraine, mais ça survient au même moment. Et puis il y a un troisième facteur qui est des problèmes techniques survenus sur le parc nucléaire d'EDF. Il faut les quantifier pour savoir quelle est leur importance. Sur les 56 réacteurs du parc d'EDF, il y en a 12 qui sont touchés par un problème de corrosion sous contrainte dans des tuyaux qui sont dans des circuits de sûreté nucléaire. C'est pas le circuit primaire, comme on dit, mais c'est quand même des tuyaux pour lesquels l'autorité de sûreté nucléaire exige que l'exploitant apporte la preuve qu'ils sont en permanence disponibles en cas de besoin, s'il y a un problème qui survient sur le cœur du réacteur. Et donc, ces 12 réacteurs, ils sont arrêtés parce qu'il y a quelques mois, lors d'opérations de maintenance et de surveillance normales, des équipes ont découvert sur le réacteur de Civaux, donc le plus récent, c'est pas du tout un problème de vieux réacteurs, c'est un problème de réacteurs jeunes, entre guillemets, en tout cas les plus jeunes ou les moins anciens du parc d'EDF, des micro-fissures dans des coudes de ces tuyaux. Et ils ont regardé obligatoirement sur les autres tuyaux similaires d'autres réacteurs. Ils ont trouvé là aussi des fissures de plus en plus petites
au fur et à mesure qu'on allait vers des réacteurs plus anciens. Et puis, à un moment donné, ils ne voyaient rien, mais les outils utilisés n'étaient pas capables de repérer des micro-fissures de moins d'1 millimètre. Et donc, EDF et l'ASN ont décidé de découper ces morceaux de tuyaux pour les observer en laboratoire. Et évidemment, une fois qu'on les a découpés, ce qui se passe, c'est qu'il faut commander à l'industrie les tuyaux de rechange, il faut les fabriquer, et après il faut les souder. Et donc tout ça, ça prend beaucoup de temps, ça se compte en mois. Et donc là, il manque par rapport à ce qu'on devrait attendre en termes de production du parc de 56 réacteurs, il manque 12 réacteurs. Et donc c'est beaucoup, surtout que c'est les plus récents, donc c'est les plus puissants. Donc quand vous additionnez Poutine qui coupe le gaz, l'eau qui manque avec moins de production hydraulique pour l'électricité, et 12 réacteurs d'EDF qui sont en rade, certes, on sait comment les réparer, et donc ils vont tous revenir en production les uns après les autres dans les mois qui viennent. Mais quand vous mettez tout ça en même temps, eh bien, vous vous retrouvez sur un système électrique à l'échelle de l'Union européenne qui est en forte tension et qui n'est pas certain d'avoir rétabli pour l'hiver prochain, au moment où il y aura plus de consommation, toutes ses capacités. Et c'est ça qui fait que les acteurs du marché de l'électricité sont prêts à promettre d'acheter de l'électricité à des tarifs totalement délirants pour dans 5-6 mois, parce qu'ils craignent que l'ensemble de ces problèmes ne soient pas résolus d'ici là. Donc finalement, ce que tu nous dis, c'est que la crise d'aujourd'hui s'explique par le fait qu'il y ait différents problèmes, a priori indépendants les uns des autres, mais qui arrivent en même temps, et c'est ça qui fait aujourd'hui la crise énergétique qu'on connaît. Alors, là-dedans, ce qu'on observe, c'est que s'il n'y avait pas eu cet incident non prévisible, parce que c'est la première fois qu'on voit ça dans tous les réacteurs nucléaires du monde, donc c'était pas prévisible. EDF aujourd'hui aurait 12 réacteurs de plus à disposition, et en fait la France serait en état d'exporter beaucoup d'électricité et de gagner beaucoup d'argent avec ça. Bon, c'est pas le cas, c'est même le contraire. La France est obligée aujourd'hui d'importer de l'électricité à des prix très élevés, donc c'est pas du tout bon pour la balance extérieure du commerce français, mais ça n'a pas de rapport avec Poutine et ça n'a pas de rapport avec la sécheresse. On peut penser que cette question technique va être résolue, mais pas avant 1 an définitivement. Voilà, donc ça explique pourquoi on a cette superposition de causes qui pointent toutes dans le même sens, moins d'électricité que ce qu'on espérerait avoir, et qui produit cette tension extrême sur le marché de l'électricité. Oui, et cette tension crée des prix de l'électricité qui s'envolent, ce qui engendre tout un tas de conséquences pour l'économie, l'industrie et la société. Mais j'ai envie de rajouter ma propre question, puisque la COP27 va s'ouvrir, on y consacrera un épisode. Est-ce que ça montre que finalement l'Europe n'était pas prête pour sa transition énergétique ? Et puis si je puis dire, ça la fout un peu mal pour l'Europe, qui souvent dans les négociations internationales se présente plutôt comme un bon élève. Là, on a l'impression qu'on revient en arrière. Non seulement on se rend compte, pour ceux qui l'avaient oublié, qu'on était encore très très dépendant du gaz, et puis on se tourne vers des solutions comme le gaz liquéfié en provenance des États-Unis, qui sont pas du tout bonnes pour le climat, et on engage des investissements extrêmement importants qui vont être structurants pour plus longtemps que ne durera cette crise. Donc comment est-ce que tu vois les choses et quelles conséquences cette crise, que tu nous dis être plutôt conjoncturelle avec ces différents éléments qui sont arrivés en même temps, va avoir pour la transition énergétique en Europe ? Les leçons de cette crise énergétique en Europe, elles sont en réalité en ligne complètement avec ce qu'on pouvait dire avant cette crise. C'est-à-dire que la reprise économique post-Covid va se traduire par une augmentation importante des émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie à l'échelle mondiale. En Europe, ça sera encore accentué parce qu'on va remplacer du gaz de gazoduc par du gaz liquéfié qui est encore plus émetteur, et par le recours, certes temporaire, mais à une production d'électricité avec du charbon. Pourquoi on fait cela ? Simplement parce qu'on n'avait pas auparavant investi plus
dans des moyens de production décarbonés et investit plus dans des systèmes permettant de consommer moins d'électricité pour le même service. Donc, ce que ça signifie, c'est que pour l'avenir, pour reprendre une trajectoire de baisse des émissions, il faut consacrer des sommes très importantes, qui se comptent en centaines de milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne, dans ces deux directions, des investissements dans des moyens de production décarbonés pour l'électricité ou pour le contrôle thermique des bâtiments, et des investissements dans l'efficacité énergétique et des changements dans le mode de vie, dans tout ce qu'on appelle la sobriété, donc renoncer à certaines dépenses énergétiques parce qu'elles sont climaticides. Oui, il y a les choix qui sont en train d'être faits sur l'approvisionnement énergétique pour encourager le développement du gaz ou pour, par exemple, aider à la rénovation massive des bâtiments vont déterminer l'orientation pour les prochaines années, les prochaines décennies de la transition énergétique en Europe. On reviendra spécifiquement sur le secteur de l'électricité et sur ce que ça veut dire pour le développement des renouvelables à grande échelle dans les années qui viennent dans un autre épisode. Pour l'instant, je me tourne vers toi, Alexandre, pour la prochaine question, puisqu'il n'y a pas que des perdants dans la crise actuelle, et on a eu beaucoup de questions sur les gagnants, les secteurs qui s'en sortent plutôt bien et qui ne sont peut-être pas taxés à la hauteur de ce qu'ils devraient l'être, en particulier le transport international. On a aussi une question toujours en lien avec la crise énergétique sur les entreprises du secteur de l'énergie qui ont fait des profits records. Et donc on a une question en particulier sur la taxation de ces entreprises. Plus précisément, on nous demande est-ce que les entreprises du secteur aérien ou maritime qui ont repris à plein régime après la pandémie et qui sont des secteurs fortement émetteurs ne devraient pas être davantage ciblés. Les profits exceptionnels annoncés par les compagnies dans le pétrole et dans le gaz ont évidemment relancé le débat public et politique sur la taxation de ces super profits, disent les uns, profits exceptionnels, disent les autres, profits normaux, dit le ministre de l'économie en France. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que taxer les profits exceptionnels des compagnies pétrolières, ça ne peut pas diminuer les émissions. En réalité, ça peut éventuellement permettre aux États de récupérer un peu d'argent, mais comme on voit que les gouvernements disent qu'ils ont besoin d'argent pour diminuer le coût pour les particuliers ou voire les entreprises de l'explosion des prix de l'énergie, en réalité, c'est de l'argent qui serait pris sur les profits exceptionnels des compagnies pétrolières pour le donner à des gens, pour leur permettre d'acheter de l'essence pour mettre dans leur voiture et donc d'émettre plus que si on ne les avait pas aidés. Donc c'est en réalité extrêmement pervers du point de vue de la question des émissions. Alors pour ce qui concerne en revanche la taxation de l'usage des produits pétroliers et notamment le transport aérien, cet été il y a eu beaucoup de débats sur les jets privés des milliardaires ou de taxer le carburant des navires dont le trafic explose avec la reprise économique. Là, en revanche, c'est un outil qui pointe directement les émissions parce que en rendant plus cher l'usage d'un carburant qui produit du CO2 quand il brûle, on incite tous les acteurs économiques à en utiliser le moins possible puisque ça leur coûte plus cher. Mais pour ce qui concerne tous les transports internationaux, évidemment le problème c'est que pour que ça existe, il faut des accords internationaux, mais on peut remarquer quand même qu'on pourrait déjà le décider pour tous les trajets internes à l'Union européenne, donc c'est déjà un morceau significatif, et une fois qu'on aurait fait ça, de discuter avec les autres États, notamment les États-Unis, pour introduire des taxes sur notamment le kérosène pour l'aérien. On pourrait aussi surtaxer le carburant des navires de commerce en fonction de leurs émissions de particules et notamment soufrées. Il y a des carburants plus ou moins sales utilisés par les navires et on pourrait faire d'une pierre deux coups, surtaxer tous les carburants les plus sales pour, comme ils sont les moins chers aujourd'hui, inciter les armateurs à se diriger vers des carburants moins émetteurs de particules fines notamment. En tout cas, là, on est très clairement, en ce qui concerne ces taxes-là, dans des outils qui permettent
de diminuer les émissions. Merci Sylvestre. Et pour la dernière question, on reste sur les questions de transport, mais cette fois-ci les transports de gaz avec les fuites suite à l'incident sur les gazoducs Nord Stream dans la mer Baltique fin septembre. Alexandre, les auditeurs se demandent quel impact ça a eu pour les émissions européennes, c'est ça ? En effet, on a vu passer dans les journaux ces fuites de gaz détectées en mer Baltique et les rejets de méthane qui en ont résulté. Et la question donc, de nos auditeurs, c'était quel était l'impact que cela pourrait avoir sur le climat, puisque le méthane est un puissant gaz à effet de serre. Oui, donc en fait, concernant ces fuites, il se trouve que Nord Stream 1 et Nord Stream 2 sont à l'arrêt, mais les pipelines peuvent être remplis de gaz naturel, qui est à 95% du méthane. Et donc, par ces fuites, va s'évacuer une partie du gaz naturel. Donc, un certain nombre de scientifiques ont calculé le volume stocké dans ces réservoirs. Et ces réservoirs, donc dans leur partie sous-marine, dans la Baltique, lorsqu'ils vont se vider, ils vont produire du méthane. Et ce qu'on voit par satellite, des bouillonnements qui sont sur des échelles de 200 mètres pour la plus petite fuite à quelques kilomètres pour la plus grosse, ce qu'on pense, c'est que le méthane va se vider comme ça pendant à peu près une semaine, et c'est ce qui produit ces bouillonnements, et puis il va s'oxyder en CO2. Donc la question qui se pose, c'est combien de méthane va être ainsi être mis à jour et puis oxydé dans l'atmosphère. Et donc les calculs montrent que c'est relativement faible, et donc c'est pas ça qui va bouleverser le contenu en méthane et encore moins en CO2 de l'atmosphère, et c'est de l'ordre de 0,2% du méthane produit par les émissions anthropiques. Donc c'est pas complètement négligeable, mais c'est pas ces quantités de méthane produites qui vont bouleverser les émissions de méthane qui sont produites de façon anthropique. Oui, donc ça représenterait 0,2% des émissions de méthane provenant des combustibles fossiles chaque année. Ça, c'est une des estimations. Il y en a d'autres. On les partagera sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, comme tu nous le dis. C'est évidemment des émissions dont on se passerait bien dans un contexte où on est déjà largement au-dessus de là où on devrait être pour respecter les engagements climatiques. On y reviendra dans le prochain épisode. En tout cas, merci beaucoup Sylvestre, Gilles et Alexandre. Et comme d'habitude, un grand merci aussi à Fabrice Étifier, Karim Baldé, ainsi que Clément Sundon pour la musique originale de ce podcast fait maison. Et si vous aimez le climat en question, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou des étoiles sur toutes les plateformes de podcast. On est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Vous pouvez nous contacter par email et nous envoyer vos questions. Le climat en question avec un S @ecomail.fr. Et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochain épisode.